Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une maman chèvre qui vivait avec ses 7 chevreaux dans une petite maison à l'orée d'un grand bois. Un jour, elle dit à ses enfants: « Je dois aller faire des commissions et je ne puis vous emmener. Promettez-moi de n'ouvrir à personne et surtout, faites attention au loup. S'il apprenait que vous êtes seul à la maison, il inventerait sûrement un moyen d'entrer. Et s'il vous attrape, il vous mangera. » Maman chèvre enfila alors son manteau, prit son panier à provisions et se mit en route. Le loup, qui s'était caché non loin de là, vit qu'elle sortait sans ses enfants. Il attendit quelques instants, puis il se dirigea vers la maison. Il frappa à la porte et dit de sa voix la plus douce: « Ouvrez, les enfants! C'est moi, votre maman. Je suis déjà de retour et je vous ai apporté quelque chose de bon. » « Vous n'êtes pas notre mère, » crièrent les chevreaux. « Maman a une voix bien plus gentille que la vôtre. » Le loup avait entendu dire que, en mordant sur un morceau de craie, il y avait moyen d'adoucir sa voix. Il alla donc acheter de la craie et la mâcha lentement avant de retourner chez les chevreaux. « Ouvrez, les enfants, dit-il. C'est moi, votre maman. » La voix était douce, mais les chevreaux n'avaient pas confiance. « Montrez vos mains par la fenêtre, demandèrent-ils. Le loup montra ses pattes. « Vous voyez, s'exclamèrent les chevreaux. Vous n'êtes pas notre mère. Elle a les pattes blanches et vos pattes à vous sont toutes noires. Vous êtes le loup. » Le loup se rendit alors à la boulangerie du village et dit d'une voix forte à l'aide du boulanger: « Donne-moi 1 kilo de farine, et plus vite que ça !» Le jeune homme, qui avait très peur du loup, s'empressa de lui fournir ce qu'il demandait. Après avoir plongé ses pattes dans le sac de farine, le loup s'en revint frapper à la porte des chevreaux. « Ouvrez-moi, mes chéris, » dit-il une fois de plus d'une voix suave. « C'est moi, votre maman. » « Montrez vos pattes devant la fenêtre, » répétèrent à leur tour les chevreaux. Le loup s'exécuta et les enfants aperçurent 2 pattes blanches. « C'est maman !» s'écrièrent-ils. « Ouvrons vite, elle nous a sûrement rapporté quelque chose de bon. » Alors, l'aîné se décida. Ses frères et sœurs l'encourageaient avec impatience. Lentement, très lentement, elle entr'ouvrit la porte. Hélas, ce ne fut pas la maman chèvre qui entra, mais le loup. « Cachez-vous vite !» hurla l'aîné à ses frères et sœurs. Le premier chevreau se cacha dans un tonneau de bois. Le second se glissa dans le lit de sa mère. Le troisième sauta dans le four. Le quatrième se coucha sous la table. Le cinquième fonça dans le couloir. Et le 6e grimpa sur une armoire. Le plus jeune, enfin, s'abrita dans l'horloge. Mais le loup trouva 6 petits chevreaux sur les 7 et les dévora. Seul, le plus jeune, caché dans son horloge, fut sauvé. Le loup frotta alors son gros ventre plein et dit d'un air satisfait: « C'était drôlement bon. Maintenant, je vais faire une petite sieste. » Et il alla se coucher dans l'herbe où très vite il se mit à ronfler. Un peu plus tard, maman chèvre revint. Elle eut grand peur en voyant la porte ouverte. Se précipitant à l'intérieur, elle découvrit la table et les chaises renversées, le four et l'armoire ouverts, le tonneau défoncé et le lit complètement retourné. Elle se mit alors à appeler anxieusement ses enfants. « Mes petits, où êtes-vous » Lorsque le dernier chevreau entendit sa maman, il répondit d'une toute petite voix apeurée: « Je suis ici, maman, dans l'horloge. » Maman chèvre vint vite le délivrer. Le chevreau sauta sur le sol et fondit en larmes. Maman chèvre le prit sur ses genoux et lui demanda: « Que s'est-il passé ?»« Le loup a mangé tous mes frères et sœurs, » raconta le benjamin en sanglotant. « Puis, il est parti. » Maman chèvre jeta un coup d'œil par la fenêtre et découvrit le loup endormi sous un arbre. Elle se dirigea vers lui et, contemplant son gros ventre, elle vit que celui-ci bougeait.
« Vite, va me chercher mes ciseaux, dit-elle au cadet. Et du fil, et une aiguille aussi. » Le chevreau se précipita dans la maison et revint avec les ciseaux, le fil et une aiguille. Maman chèvre s'assit alors à côté du loup. Le petit chevreau, lui, avait tellement peur qu'il alla se cacher derrière un arbre. Maman chèvre ouvrit ensuite le ventre du loup et, à sa grande joie, vit apparaître la petite tête d'un de ses chevreaux. Elle continua alors à couper jusqu'à ce que tous ses enfants puissent sortir, un à un. Le loup était si profondément endormi qu'il ne se rendit compte de rien. « Vite, les enfants !» dit maman chèvre sans perdre de temps. « Allez me chercher quelques grosses pierres !» Un peu plus tard, chacun des chevreaux ramenait un gros caillou. Maman chèvre plaça alors les pierres dans le ventre du loup, puis recousit celui-ci à grands points. Cela fait, maman chèvre et les 7 chevreaux se réfugièrent dans la maison. Ils fermèrent bien la porte derrière eux et allèrent se poster devant la fenêtre. Après un moment, le loup s'éveilla. Il s'étira, puis se leva péniblement. « Comme j'ai le ventre lourd et comme j'ai soif !» gémit-il. Et il courut vers l'étang pour aller se désaltérer. Mais, arrivé au bord de l'eau, il se pencha tellement que les pierres se mirent à rouler dans son corps et le firent basculer dans l'étang, où il se noya. Seul son chapeau resta flotter à la surface. Maman chèvre et ses 7 chevreaux, qui avaient observé la scène par la fenêtre, allèrent danser de joie autour du chapeau. Car désormais, ils ne devraient plus jamais avoir peur que le loup vienne les dévorer. Rapt dans la forêt vierge. Il y a très très longtemps, la terre n'était qu'une vaste forêt vierge où chacun pouvait trouver à boire et à manger en abondance. Tous les matins, il suffisait de se rendre dans une petite clairière où chacun recevait une boîte de délicieux jus de fruits bien glacés. C'était une boisson excellente pour la santé. Elle avait été baptisée jus de Rimboud. Chaque jour, c'était le roi lui-même qui distribuait les boîtes. Ce roi, qui s'appelait Lagoza, était très sympathique et servait ses sujets gratuitement. Le jus de Rimboud était extrait des palmiers du parc royal des Palmes sur le mont Mosa. Personne n'y était jamais entré, à part le roi, évidemment, et l'animal chargé d'aller chercher le jus de Rimboud et de remplir les boîtes. Ce dernier s'appelait Squammy. Un jour, une grande fête fut organisée dans la forêt vierge. Il y avait 500 ans que le jus de Rimboud avait été découvert. Ce jour-là, tout le monde put boire autant de jus qu'il en voulait. Des chansons furent composées en l'honneur du roi si généreux. Et Mungo Poilu fit un discours. Vers la fin de la journée, le roi réclama un moment de silence et se leva. Il déclara alors d'une voix solennelle « Demain midi, mon adorable fille Sita va épouser notre ami Squammy. » Aussitôt, tous se mirent à crier « Hip hip hip, hurrah !» en buvant une nouvelle boîte de jus de Rimboud à la santé des futurs époux. Mais le soir tombé, on s'aperçut que Squammy avait disparu. Tous partirent à sa recherche, mais il resta introuvable. Finalement, chacun alla se coucher. Dès que le calme fut revenu dans la forêt, les jumeaux Kvadi et Kvada sortirent de leur caverne. Ils se glissèrent discrètement jusqu'à une autre clairière où Squammy les attendait. « Il faut enlever le roi Lagoza, » dit celui-ci. « Demain, j'épouse sa fille Sita. Je ne le fais que dans le but de régner sur le parc des Palmes. Une fois le roi disparu, le pouvoir m'appartiendra enfin. Vous serez alors les seuls à recevoir du jus de Rimboud gratuitement. Tous les autres habitants de la forêt vierge devront me payer cher pour en avoir. » Kvadi et Kvada escaladèrent le mont Mosa, au sommet duquel le roi Lagoza dormait paisiblement au pied d'un palmier.
Ils grimacèrent un sourire diabolique en ricanant. « C'est drôlement gai de faire du mal !» Kvadi et Kvada sautèrent ensemble sur le roi. Celui-ci, bien que fort saisi, se défendit comme un lion contre ses deux agresseurs. Mais les deux frères finirent par si bien immobiliser leur victime que celle-ci ne put plus bouger. « Emmenez-le !» siffla Squammy. « Sur le champ !» Entre-temps, Mungo Poilu s'était réveillé en ayant l'impression que le roi l'appelait. Il dressa l'oreille un moment. Mais il n'entendit plus rien d'autre et se rendormit calmement. Le lendemain, Squammy fit un discours. « Le roi a disparu !» hurla-t-il. « Je vais épouser Sita et désormais, vous devrez payer votre jus de Rimbaud. » Ça, c'est grave, se dit Mungo Poilu. Et c'est même étrange. J'avais donc bien entendu quelque chose cette nuit. Il faut absolument que je retrouve le roi Lagoza. Mungo Poilu se mit en route. Il était furieux, car il ne croyait pas que le roi avait décidé tout seul de se retirer. Soudain, il entendit des sanglots déchirants. Il alla voir prudemment et découvrit la princesse Sita assise dans l'herbe. « Ne pleurez pas, dit-il. Je vais le retrouver, votre père. »« Oh, merci, Mungo, dit la princesse en reniflant. » À ce moment, Mungo aperçut à quelques pas de là la couronne du roi et une touffe de poils. « Seuls Kvadi et Kvada ont des poils de ce genre, se dit-il. « Puis-je aller chercher mon père avec vous ?» supplia la princesse. « Si je reste ici, je vais devoir me marier avec cet affreux Squammy. » Mungo fut très heureux d'apprendre que Sita n'aimait pas Squammy, car il était amoureux d'elle. Et ils partirent tous les deux. Pendant ce temps-là, Squammy était fort occupé à vendre le jus de Rimbaud. Ils étaient tous bien obligés d'aller lui en acheter, puisqu'il était le seul à savoir d'où il provenait. Et si les animaux restaient 7 jours sans en boire, ils attrapaient d'horribles verrues. Leurs pieds se mettaient à gonfler et se couvraient de gros boutons verts. À midi, Squammy apprit que la princesse avait disparu avec Mungo. « Ils sont sûrement à la recherche du roi !» se chuchotaient les animaux. Mungo et la princesse Sita cherchèrent Lagoza pendant 5 jours, mais en vain. Soudain, Mungo dit « J'entends rire Kvadi et Kvada. Cela vient de par là. » Prudemment, ils se rapprochèrent et ils virent le roi perché sur une planche au sommet d'un arbre. Mungo grimpa dans un palmier sans se faire voir des jumeaux. Arrivé au sommet, il parvint tout doucement à le faire ployer. Il saisit alors le roi prudemment, puis laissa aller le palmier. Aussitôt, ils furent catapultés dans les airs. Voyant cela, la princesse Sita se mit à pousser des hurlements. « Attrapons-la !» s'écrièrent ensemble Kvadi et Kvada. « Au secours !» pleura la princesse Sita. « Mungo, papa, à l'aide !» Kvadi et Kvada avaient presque rattrapé la princesse lorsque Mungo et le roi tombèrent juste sur eux. « Je crois que nous avons gagné, sire, dit Mungo. « Comme je suis content de te revoir, papa, répétait Sita. Le roi et Mungo Poilu ligatèrent Kvadi et Kvada à un arbre, puis ils rentrèrent tous ensemble au palais. Ils aperçurent tous les sujets qui faisaient la file pour acheter du jus de Rimbaud. « Ne payez pas !» hurla une voix tonitruante. Tous les animaux se retournèrent. À leur grande joie, ils découvrirent leur roi, la princesse Sita et le brave Mungo. « Squammy, déclara le roi, je te laisse une chance de disparaître, mais que je ne te vois plus jamais ici. » Le lendemain, une grande fête fut organisée pour fêter le retour du roi Lagoza et le mariage de sa fille Sita avec Mungo Poilu. Ce dernier fut nommé par le roi grand collecteur de jus de Rimbaud. Et, dans la forêt vierge, ils vécurent tous vieux et heureux.
Petrouchka. Ce matin-là, la foire venait de s'installer sur une grande place de Moscou, tandis que des centaines de curieux s'y pressaient de toutes parts. Il y avait là des athlètes capables de soulever des poids très lourds, des écuyers qui montaient sans selle, des avaleurs de feu, des jongleurs et un tas de danseurs et de danseuses. Mais c'était le théâtre de marionnettes qui attirait le plus de monde. Son propriétaire criait d'une voix forte « Mesdames et messieurs, garçons et fillettes, venez tous voir du jamais vu. Vous ne trouverez nulle part ailleurs en Russie un spectacle comme celui-ci, car les marionnettes que vous allez admirer sont uniques au monde. Elles vont prendre vie sous vos yeux. » Le propriétaire du théâtre exécuta un profond salut, puis ouvrit le rideau. Les spectateurs découvrirent alors 3 superbes marionnettes. Un prince mort, une danseuse et un matelot. Petrouchka. « Vous ne nous roulerez pas, monsieur !» s'écria un marchand. « Ces marionnettes ne sont pas vivantes. » Le montreur de marionnettes ne répondit pas, mais il prit une flûte en argent avec laquelle il donna un petit coup sur l'épaule des 3 personnages. Chacune à son tour, les marionnettes firent un petit bond. Le montreur joua alors un air joyeux et le prince mort se mit à valser en mesure avec la danseuse. Les gens frappaient dans les mains et le marchand lança une liasse de billets de banque au pied de la danseuse. Le montreur de marionnettes émit ensuite avec sa flûte un long son grave. Aussitôt, les marionnettes s'immobilisèrent. L'air suivant était très lent et plein de mystère. Le prince mort s'élança vers le côté droit de la scène. Les poings sur les hanches, il considéra Petrouchka, qui était tombée à genoux au pied de la jolie danseuse. « Le matelot est amoureux de la danseuse, mais celle-ci ne veut rien entendre, » expliqua le montreur de marionnettes. La danseuse tourna en effet le dos à Petrouchka et s'élança, bras tendus, vers le prince mort. Les 2 amoureux enlacés se promenèrent sur la scène sans se quitter des yeux. Furieux, Petrouchka saisit une massue et fonça sur le prince. Mais ce dernier le toisa d'un air méprisant et lui arracha la massue des mains. Petrouchka lança un regard suppliant à sa bien-aimée, mais celle-ci passa son bras sous celui du prince avant de faire avec lui une profonde révérence. Le montreur de marionnettes baissa alors le rideau en déclarant « La prochaine représentation sera donnée à 4 heures. Vous verrez le prince mort se marier avec la danseuse et Petrouchka devenir leur valet. » Sur ces mots, il passa parmi les spectateurs, sa toque de fourrure à la main. Les gens avaient tellement apprécié le spectacle qu'ils n'hésitèrent pas à donner beaucoup d'argent. L'heureux propriétaire des marionnettes alla ensuite s'asseoir sur un banc, derrière le chapiteau, pour compter la recette. Il avait fait de bonnes affaires. Satisfait, il s'endormit. Cependant, derrière le rideau, les marionnettes s'étaient remises à bouger. Petrouchka gémissait, l'air très malheureux. « J'en ai marre du patron. Pourquoi m'a-t-il fait si laid que la danseuse ne veut pas de moi ? Si j'étais aussi beau que le prince, ou si je dansais aussi bien que lui, peut-être m'aimerait-elle. » Il se leva alors brusquement et se dirigea en boitant vers le centre de la scène. « Il faut que j'apprenne à danser, disait-il. Il le faut absolument. Après cela, je pourrai chasser le prince mort et épouser ma bien-aimée. » Soudain, Petrouchka se rendit compte que la danseuse le regardait. Son cœur se mit à battre à toute vitesse et il essaya de danser avec elle. Mais il se montra très maladroit. Il trébucha et s'aplatit sur le sol. La danseuse lui jeta un dernier regard et haussa les épaules avant de quitter la scène en virevoltant pour retourner dans sa loge. Elle y retrouva le mort, occupé à s'entraîner devant son miroir. Il marcha en tous sens en décrivant de larges mouvements avec son cimeterre, mais lorsqu'il aperçut la danseuse, il la prit dans ses bras et se mit à valser avec elle. Petrouchka pénétra brusquement dans la loge. Il ne pouvait plus supporter de voir danser sa bien-aimée avec ce prétentieux. « Lâchez-la » hurla-t-il. Et la massue à la main, il se jeta sur le prince. Mais il était presque 4 heures. Un grand nombre de personnes attendaient devant le chapiteau. Beaucoup avaient déjà vu la première partie du spectacle. Le montreur de marionnettes se présenta devant le rideau et refit le même discours.
Mesdames et messieurs, garçons et fillettes, venez tous voir du jamais vu. Vous ne trouverez nulle part ailleurs en Russie un spectacle comme celui-ci. À ce moment, le rideau s'ouvrit. Petrouchka, le matelot, sauta de la scène et s'enfuit parmi la foule, poursuivi par le prince mort qui faisait tournoyer férocement son cimeterre. Soudain, sous les yeux ébahis du public, Petrouchka trébucha et s'affala sur le sol. Le mort leva son sabre et le frappa. Le malheureux matelot resta inanimé, le visage sur les pavés. Mais ces marionnettes sont vraiment vivantes, s'écria le marchand du matin. Le prince a réellement blessé ce matelot. Le propriétaire vint alors ramasser Petrouchka et se mit à le secouer. Un peu de sciure tomba du cou du pauvre amoureux. Le montreur ne comprenait pas lui-même comment il se faisait que ces marionnettes vivaient vraiment. Il déposa ses poupées sur la scène, tira le rideau et partit en direction de la ville. Le soir, il revint vers son théâtre. Il ouvrit le rideau et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Petrouchka gisait toujours inanimée sur la scène. Alors l'homme saisit la marionnette et l'emporta dans sa roulotte. « Je ne sais pas quelle erreur j'ai commise, Petrouchka, dit-il, mais je vais essayer de la réparer. » Il prit du fil et une aiguille et recousit à petits points la blessure que Petrouchka portait au cou. Aussitôt, il se passa alors un nouveau prodige que le montreur de marionnettes était bien incapable d'expliquer. Petrouchka se mit à parler. Il raconta à son maître pourquoi il était si malheureux. « Mais si vous m'appreniez à danser, ajouta-t-il, le prince et moi, nous pourrions valser chacun à notre tour avec la petite danseuse. » Petrouchka se mit alors debout et son maître lui apprit à danser. Après un certain temps, le matelot pirouettait comme un véritable danseur étoile. Il s'exerça ainsi toute la nuit. Et le lendemain, il valsa si divinement que la danseuse ne le quitta pas des yeux. Mais personne ne sait s'ils se marièrent un jour. Les habits neufs de l'empereur. Il faut absolument que l'empereur le sache, répétait le chancelier. Il n'y a plus un sou dans le trésor. L'empereur a tout dépensé pour ses habits. Mais le soldat qui gardait la chambre de l'empereur refusa de pénétrer le chancelier. « Je regrette votre grandeur, dit-il. Vous ne pouvez entrer. L'empereur est occupé. Il choisit ses vêtements pour la journée. » À ce moment, la porte s'ouvrit brutalement et l'empereur apparut, suivi de son premier ministre. « Je ne puis recevoir personne aujourd'hui. Je n'ai rien à me mettre. Ah, monsieur le chancelier, vous voilà. Augmentez donc les impôts de 10%. Il me faut absolument des habits neufs. » « Mais, majesté, c'est impossible. Les gens n'ont plus d'argent. »« Cela m'est égal, dit le souverain. Je désire des habits neufs. Je suis l'empereur. Je puis donc obtenir tout ce que je veux. » Il n'y avait, bien sûr, rien à répondre. Aussi, lorsque deux étrangers se présentèrent ce jour-là aux grilles du palais, affirmant qu'ils étaient tailleurs, les conduisit-on auprès de l'empereur. Les deux hommes se prétendirent capables de réaliser les plus beaux habits du monde, confectionnés dans le tissu le plus fin. « Où est cette étoffe? Montrez-la à moi, je veux la voir !» s'écria l'empereur. « Nous ne l'avons pas encore tissée, dit l'un des tailleurs. Donnez-nous de quoi le faire, un métier, une belle salle, et nous nous mettrons au travail sur le champ. Nous ne possédons quant à nous que notre talent et bien sûr la magie. »« La magie? La magie? Quelle magie ?» demanda l'empereur tout excité. « L'étoffe que nous vous tisserons aura la vertu magique de rester invisible à tous les sots et à tous ceux qui sont incapables de remplir leurs fonctions. »« Vraiment ?» s'exclama l'empereur. « C'est étonnant, merveilleux. Commencez immédiatement. Je veux porter mes habits neufs dès demain. Chancelier, donnez à ces messieurs tout ce dont ils ont besoin. »
Les deux hommes furent conduits dans une grande salle où on leur installa un grand métier à tisser. Mais au lieu de se mettre à l'ouvrage, ils restèrent assis, les pieds sur les chaises royales. Et lorsqu'on leur apporta de quoi tisser des fils de soie et d'or, ils cachèrent ceux-ci dans leur bagage, de même que les perles fines destinées aux motifs décoratifs. Comme il attendait dans la salle du trône, songeant à la magnificence de l'étoffe qu'on était en train de lui tisser, l'empereur sourit tout à coup d'un air méchant. « C'est le moment ou jamais de découvrir si l'un ou l'autre de mes ministres est un sot ou un incapable, » ricana-t-il. Il fit aussitôt appeler son chancelier. « Allez voir à quoi ressemble ce tissu, à condition que vous voyiez quelque chose, » ordonna-t-il. Le chancelier alla frapper à la porte de la salle où travaillaient les tailleurs. L'un d'eux vint ouvrir. « Entrez, monsieur le chancelier. Comme vous le voyez, nous aurons bientôt terminé. » Au centre de la salle se dressait le grand métier à tisser. Le chancelier, incrédule, avait les yeux fixés sur lui. « Suis-je donc bête ou incapable de remplir mes fonctions ?» pensait-il. « Je ne vois rien du tout. C'est épouvantable. » Mais il bafouilla. « Ravissant. »« Je vois que vous avez du goût, » dit l'un des tailleurs. « Prévenez l'empereur que ses habits seront prêts demain matin. Mais il nous faut encore du fil d'or. » Le chancelier, tout tremblant, retourna chez son souverain. « Alors, à quoi cela ressemble-t-il » s'écria ce dernier. « C'est superbe, sire. Je n'ai encore jamais rien vu de pareil. » L'empereur se frotta joyeusement les mains et se dit qu'il avait bien fait d'engager le chancelier à son service. « Maintenant, envoyez l'archevêque jeter un coup d'œil à la nouvelle étoffe. » L'archevêque alla voir le tissu magique, puis après lui, le Premier ministre et enfin le commandant en chef des armées. Tous fixèrent avec étonnement le métier à tisser et constatèrent avec épouvante qu'il leur était impossible d'y discerner le moindre petit bout d'étoffe. « Suis-je donc stupide ?» se demanda l'archevêque. « Suis-je un sot ?» s'interrogea le Premier ministre. « Ne suis-je pas à ma place à la tête des armées ?» s'inquiéta le commandant en chef. Mais, pour dissimuler leurs doutes, tous admirèrent l'étoffe avec enthousiasme. « J'aime spécialement la bordure, » remarqua l'archevêque. « Quelles couleurs exceptionnelles !» précisa le Premier ministre. « Excellent, sublime !» renchérit le commandant en chef des armées. Et tous trois s'empressèrent d'aller expliquer à l'empereur combien le tissu était magnifique. Alors le souverain descendit lui-même dans la salle pour qu'on y prenne ses mesures. Lui aussi fut saisi d'horreur. « Malheur !» se dit-il. « Je ne vois point là la moindre étoffe. Serais-je donc plus bête et borné que tous mes ministres réunis ?» « Qu'en pense votre majesté ?» demandèrent les tailleurs. « Splendide! Oui, absolument splendide !» bredouilla l'empereur. Alors les tailleurs s'empressèrent de prendre ses mesures. Ensuite, ils le déshabillèrent et prétendirent lui essayer les habits non encore ajustés. Le souverain se tenait avec majesté devant le miroir. « Puisqu'ils disent que je suis habillé, songeait-il à part lui, c'est que cela est vrai. » « Appréciez la qualité, » disait l'un des tailleurs. « Tout est entièrement doublé, voyez, » disait l'autre. « Nous allons travailler toute la nuit afin que vos habits soient parfaits. » Naturellement, ils n'en firent rien. Le lendemain matin, l'empereur alla revêtir ses habits neufs. Tandis que ses courtisans l'entouraient et qu'ils l'applaudissaient, il fit exactement comme s'il s'habillait. « Votre majesté est parfaite, » dit le chancelier qui tenait à garder son poste. « Absolument divin, vraiment !» s'exclama l'archevêque. « Vous ferez l'admiration de vos sujets, » constata très sérieusement le Premier ministre. « Vous en imposerez aux soldats, » ajouta le chef des armées.
La renommée des habits magiques de l'empereur se répandit bientôt à travers la ville. La foule se massa autour du palais et les trottoirs se remplirent de gens qui attendaient le passage de leur souverain. Les enfants s'étaient juchés sur les épaules de leur père. Lentement, solennellement, le cortège impérial parcourut toutes les rues de la ville. Et, comme chacun avait entendu dire que le tissu magique était invisible aux yeux des sots et des incapables, chacun prétendait les habits neufs admirables. « Hurrah! Hurrah !» hurlait la foule en chœur. Pendant ce temps, au palais, les deux tailleurs malhonnêtes empochaient les riches fournitures royales avant de s'enfuir au grand galop. Quant à l'empereur, il faisait des courbettes à droite, des courbettes à gauche, tout en regrettant que le tissu magique fût si léger. En effet, il avait horriblement froid. « Regarde, regarde !» dit un père à son petit garçon. « Voilà l'empereur !»« Lequel est-ce, papa ?»« Celui-là, avec ses beaux habits. »« Mais il est tout nu. Regarde, papa, il tremble de froid. Il ne porte aucun vêtement. » Tout autour, les gens regardèrent l'enfant avec stupeur. « Excusez-le, il est trop jeune pour comprendre, » expliqua le père. « Tu veux dire qu'il est trop jeune pour se laisser berner ?» répliqua la mère. « L'empereur est nu comme un verre. On l'a tourné en ridicule et nous avec. » Un par un, les gens comprirent alors la vérité. Personne ne voyait les habits neufs de l'empereur. « Distinguez-vous quelque chose ?» osèrent-ils enfin se demander les uns aux autres. « Bien sûr que non. Croyez-vous pour autant que nous soyons stupides ? L'empereur est nu comme un verre !» se mit à crier la foule. L'empereur rougit de honte de la tête aux pieds. Il avait été joué par les deux escrocs et maintenant il était là, s'offrant en spectacle à ses sujets sans le moindre vêtement. Le malheureux tourna les talons et s'empressa de rentrer au palais. Et plus jamais il ne dépensa d'argent pour des habits neufs.